Bonjour Gérard Mordilla, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Gérard, tu es cinéaste, romancier avec Sébastien Gnedig. Tu as publié en février dernier une BD, ça s'appelle Ulysse Nobody aux éditions Futuropolis, pardon. C'est l'histoire d'un kidam qui se fait embrigader dans un parti fasciste dont le candidat à l'élection présidentielle Maréchal rencontre un vif succès. On va évidemment en parler parce qu'il arrive parfois que la fiction dépasse, non, que le réel dépasse parfois la fiction. On a en ce moment une extrême droite qui, même divisée, dépasse les 30% d'intention de vote. Un mot justement sur cette élection présidentielle. Tu as lancé il y a quelque temps, en décembre dernier, un appel pour le boycott constituant de la présidentielle. Ça consiste en quoi ce boycott? Ça consiste à prendre une position politique, de réunir des gens qui, comme moi, pensent que nous devons disqualifier à tout jamais ce système électoral, qui est une supercherie. Tout le monde le sait, il n'y a aucun problème. Les forces financières et leurs supports médiatiques ont déjà choisi qui seront les lauréats et qui sera le lauréat au bout du compte. Donc c'est une illusion démocratique absolue. Donc il faut rompre avec ça. Il faut refuser de participer à cette compétition qui n'en est pas une, parce qu'il y a des compétitions où on n'a évidemment aucune chance. Et c'est ça qui est terrible, c'est d'essayer de croire quand même qu'il existe une chance. Mais si on doit faire un round de boxe contre Mohamed Ali ou contre Mike Tyson, on n'a aucune chance quand on n'est pas soi-même un boxeur. Donc on est peut-être même déjà KO dans les vestiaires tellement on a peur avant, donc c'est pas la peine. Et je crois qu'il faut prendre conscience. Moi j'ai été très frappé par le fait que dans les dernières élections, il y a eu plus de 60% d'abstention. Alors il faut donner maintenant un sens politique à cette abstention, parce que c'est une abstention qui est peut-être par désespoir ou par découragement ou par ennui. Mais cette abstention, si on le transforme en boycott, c'est-à-dire en une prise de position publique contre ce que l'on nous propose, je pense que ça change la donne et qu'à tout le moins, ça peut éclairer certains esprits. Si ce boycott a vocation à faire tomber justement le système institutionnel dans lequel on est inscrit, celui de la Ve République, ça passe par quoi le changement d'institution si ce n'est pas une élection présidentielle? Ça passe parce que, dans le meilleur des cas, celui qui sera élu le sera avec un si faible pourcentage que sa présidence sera pour le moins mise en cause. Et qu'ensuite, je crois qu'il y a une chose qui est peut-être gagnable, qui sont les élections législatives, et qu'il faudrait à ce moment-là, plutôt que de faire semblant de se mettre d'accord ou pas d'accord sur la présidentielle, tout investir sur la législative en ayant une stratégie qui nous permette de l'emporter. Et quand je dis ça, je pense à un exemple très précis qui me paraît être un modèle, qui est l'élection de François Ruffin à Amiens. Pourquoi? Parce que François Ruffin avait réussi à regrouper sous son nom toutes les forces de gauche, y compris le NPA, tout le monde y était, dans une circonscription où le Front National faisait dans les 35% et la droite soi-disant républicaine dans les 20%. Donc une sorte de chose perdue d'avance. Sauf que François Ruffin, d'une part, a réuni sur son nom l'ensemble des forces de gauche et ensuite a fait un énorme travail d'explication, de porte-à-porte, pour non pas récupérer des électeurs d'ici ou de là, mais pour justement amener à voter des gens qui ne votaient plus parce qu'il n'y avait plus comme espoir que la défaite. Et je pense que ça, c'est un modèle qui doit nous encourager et nous éclairer là aussi. Donc, oublions la présidentielle, tout le pouvoir aux législatives, et si la gauche l'emportait aux législatives, eh bien ce serait le moment ou jamais de s'établir en constituante et de ce qui était le projet de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, et à ce moment-là de refonder la République sur des bases réellement démocratiques. Ça n'ira pas sans heurts, ça n'ira pas sans violence, ça n'ira pas sans déchirement, mais ça me paraît la seule voie possible, parce qu'on ne peut pas croire que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, que ce soit sur le plan économique, politique ou social, rendront les clés simplement par conscience morale. Non, il faudra les leur prendre. Voilà, c'est la voie que je vois
qui fait que je ne suis pas totalement découragé. Hélas, j'ai envie de te dire que effectivement, le système institutionnel dans lequel on est nous a montré que la majorité qui sortait d'une élection législative qui suivait l'élection présidentielle était souvent donnée à celui qui a été élu à la présidence de la République. Mais j'ai entendu l'argument qui était le tien, mais tu es surtout aussi un homme de gauche. Elle te navre la gauche, elle te désespère. Oui, enfin, la gauche me désespère parce que, d'une part, on avait vu comment François Hollande avait quand même réussi cet exploit d'éradiquer le Parti socialiste, ce qui était pas gagné d'avance, mais c'est fait, ça n'existe plus, et que les autres, mais que ce soit Jean-Luc Mélenchon, ou que ce soit Fabien Roussel, ou que ce soit je ne sais qui, s'intoxiquent en pensant que ils vont y arriver, qu'ils vont faire quelque chose, ce qui est une erreur totale, alors que il y aurait eu une chance historique, et la seule chance aurait été de faire une union, de choisir quelqu'un. Mais à ce moment-là, rentre en scène le bal des égaux, qui fait que, oui, tout le monde est d'accord pour faire l'union à partir du moment que ça se fait sur le nom d'un tel ou une telle. C'est pathétique parce que et je leur ai souvent dit aux uns et aux autres que je connais, et toujours un peu par provocation, qu'il ferait bien de relire Lénine, parce que Lénine s'est associé avec des gens à qui avaient moins d'affinité, c'est rien de le dire, que ceux comme je viens de citer. Simplement, Lénine, il avait une perspective, prendre le pouvoir. Et c'est ça qui me désespère du côté de la gauche. J'ai l'impression qu'ils ont intégré que la seule perspective pour eux, c'est la défaite, et d'être dans la défaite, la tête haute, etc., et pas de prendre le pouvoir. Moi, je crois que si on ne veut pas prendre le pouvoir, il faut renoncer à être un homme ou une femme politique. L'idée, la petite musique qui monte en ce moment, que Jean-Luc Mélenchon pourrait être le vote utile, voire qui pourrait atteindre le second tour, ça ne fait pas bouger ta ligne qui est celle du boycott. Non, ça ne fait pas bouger ma ligne du boycott, parce que j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration pour ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Je pense que, à la fois sur le plan tactique et stratégique, il mène une chose qui ne conduira qu'à la défaite. Je ne vois pas comment, parce que en réalité, on voit bien que les forces de droite et d'extrême droite, mais il n'y a plus aucune différence entre elles, sont aujourd'hui les plus puissantes en France. Et quand je dis ça, je mets dans le panier aussi M. Macron et la politique qu'il mène, parce que très bien, il veut jouer les chevaliers blancs, mais il dit d'une façon sucrée, poudrée, ce que dit de façon vulgaire, ou ce que disent de façon vulgaire Madame Le Pen, M. Zemmour et Madame Pécresse. Mais si l'on regarde la politique qu'il a menée vis-à-vis des immigrants, vis-à-vis des travailleurs sans papier, vis-à-vis des étrangers en général, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier de cigarette entre ça, c'est même pire. Enfin, de toute façon, c'est dramatique. Enfin, l'idée me traverse à l'instant. Calais, par exemple, la maire de Calais, c'est le modèle du macronisme absolu. C'est-à-dire, on persécute ceux qui sont de mauvais étrangers, donc les musulmans, les noirs, ceux qui... Et puis, on crie, ah oui, nous allons accueillir formidablement, nous allons accueillir les Ukrainiens, qui sont, enfin les Ukrainiens blancs, parce que comme les Polonais, on ne veut pas des Ukrainiens bronzés ou musulmans. Et ça, c'est le macronisme pour moi, c'est l'hypocrisie portée à son acmé, et je lutte contre ça. Donc, je crois que Jean-Luc Mélenchon, même s'il parvenait à arriver, s'il parvenait au deuxième tour, je pense qu'il aurait peu de chances dans ce type d'élection de parvenir à emporter la présidentielle. Donc je crois et je répète qu'il faut refuser de participer à ce système, de dire ce n'est pas nous, comme on a boycotté l'apartheid en Afrique du Sud, comme on doit boycotter l'apartheid en Israël, comme etc., etc. Le boycott, c'est vraiment l'arme des pauvres, la plus pauvre qui soit. Mais nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Nous n'avons pas ni les forces médiatiques, ni les forces financières. Nous n'avons que ça.
utilisons-le. Encore un mot sur la gauche. Tu as parlé d'ego, tu as parlé aussi de la division de la gauche, mais la gauche, est-ce que tu fais ce constat qu'elle a aussi abandonné le monde des idées, le monde de la pensée, mais aussi celui des artistes et surtout, on voit aujourd'hui qu'il y a une génération nouvelle d'artistes, d'intellectuels qui s'engagent et pourtant le divorce est là, le divorce entre politique, artistes, intellectuels. Comment tu l'expliques ce divorce? Je ne sais pas, je pense qu'il y a eu un très grand manque de réflexion théorique par rapport à la gauche, qu'on a abandonné ça, que ça n'était plus utile, que personne ne comprenait rien et qu'il fallait faire autre chose. Or, ce travail théorique est à mon avis indispensable, parce que c'est ça qui sera l'ossature même d'une future république telle que je l'imagine. Et c'est là sans doute qu'il y a une très grande fracture entre le monde intellectuel et la gauche, d'une certaine manière. Alors, il y a les intellectuels, soi-disant intellectuels de droite, qui se réjouissent de toutes les mesures coercitives qui sont prises. Ils sont dans leur rôle. Mais d'un autre côté, pour penser la société, il faut, je crois, réfléchir de façon théorique et plus profonde aux questions qui nous traversent. Avec Bertrand Rotté, nous avons fait une série, nous avons publié un essai sur travail, salaire, profit. C'était un programme de recherche. Ce que je suis en train de tourner avec Christophe Clair, qui sera Le monde et sa propriété. Qu'est-ce que la propriété? C'est un autre programme de recherche. Et tant qu'on n'aura pas discuté de ça, on sera dans les invocations, et les invocations ne peuvent mobiliser personne. Je disais divorce avec les intellectuels, les artistes, divorce aussi avec le monde populaire. Je ne sais pas, je n'ai pas les moyens de mesurer ça précisément, mais c'est évident qu'il y a une sorte là aussi d'incompréhension, mais cette incompréhension, on ne peut pas simplement le mettre comme argument à charge contre les partis de gauche, contre les syndicats et tout, parce qu'ils ont à faire face à une propagande néolibérale ou ultralibérale sur l'ensemble des grands médias. Et donc, ça finit par devenir la doxa, ça finit par devenir normal, naturel, etc. Et que dans des situations de précarité et tout, c'est très difficile de réfléchir par rapport à ça. On finit par accepter l'inacceptable. Et je crois que c'est là. Alors, il y a ce qu'on peut regretter, mais j'espère que ça va changer aussi, c'est que ce qui est de l'ordre de l'éducation populaire, du savoir, du partage des expériences, se mettent enfin en œuvre. Notamment, je sais qu'à l'intérieur de la CGT, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour reprendre ce travail, et je crois que c'est important. Pourquoi je pense que c'est important? Mais parce qu'on a quand même des exemples que lorsque l'intelligence populaire est mise en œuvre, on aboutit à des choses formidables, que ce soit l'IP, que ce soit le Larzac, que ce soit le référendum de 2005. Au moment du référendum, moi j'ai participé à beaucoup de débats, j'étais admiratif de voir comment les citoyens, les citoyennes avaient lu ce texte illisible et en faisaient un travail critique. Ben, c'est vers ça qu'il faut se tourner, c'est ça la chose importante, c'est ça, et c'est pas la sociologie de boulevard et les histoires de mœurs. Ça me paraît absolument inutile. Et je voudrais revenir juste sur un point, sur l'objection que, évidemment, traditionnellement, le président élu obtient presque automatiquement une majorité à la suite de son élection et pour les élections législatives. Dans le cas du boycott, rêvons un peu. 85%, 87% des Français refusent de voter. Si on les appelle ensuite à voter pour la législative dans la perspective d'emporter ces élections et de transformer réellement la société, je pense que cette chose automatique ne le sera plus autant.
Un mot sur les repères aussi, ou en tout cas sur les fondamentaux de la gauche. On a vu au cours de cette campagne électorale, alors peut-être que tu mettras ça aussi sur le dos de notre système institutionnel, sans doute c'est lié d'ailleurs, mais on a vu quand même tout au long de cette campagne présidentielle la mise en scène des désaccords à gauche et chez les écologistes. Ça a été la question de l'Europe, ça a été la question du nucléaire, c'est aussi la question de la République. Tu penses que ces désaccords, c'est quoi? Ça partie d'une mise en scène des désaccords à gauche, ou est-ce qu'il y a des désaccords vraiment insurmontables à gauche qui font qu'il y aurait peut-être deux gauches possiblement irréconciliables dans notre pays? Non, je pense pas qu'il y ait de désaccords insurmontables, pas du tout même. Je pense que les différences qui existent entre les Insoumis, le NPA, les mêmes, ce qui reste des socialistes et toute une partie des écolos, ils pourraient se mettre d'accord sur 4, 5, enfin sur réduire à 2-3% des choses. Il n'y a pas de désaccord rédhibitoire. Et je pense que c'était une discussion que j'avais eue avec Jean-Luc Mélenchon, en lui disant qu'à mon avis, il avait raté une chance historique qui était justement de faire l'union. C'est-à-dire d'accepter un certain nombre de choses qu'il combattait par ailleurs, en ayant comme perspective unique de faire l'union et de gagner la présidentielle s'il voulait jouer à ce jeu-là. Il n'a pas été assez rassembleur, Jean-Luc Mélenchon? Non, non. Je crois qu'il n'a pas... Enfin, que... Il y a deux choses. Il y a d'une part... Il faut du compromis en politique, toi, tu penses qu'il faut du compromis? Enfin, moi, je pense qu'il faut avoir une perspective de victoire. Et la perspective de victoire, elle ne se fait que dans le compromis et dans l'alliance. Le reste n'existe pas. Alors, là aussi, c'est un des travers de cette élection qui fait que les candidats finissent par prendre les voix qui se portent sur leur candidature comme si c'était des voix qui se portaient sur eux, intuitu personae, comme on dit. Et ça, c'est une folie, parce qu'il n'y a aucun homme ou aucune femme qui soit providentiel et qui puisse incarner un pouvoir supérieur. Non, c'est pas pour rien qu'on a coupé la tête du roi, c'était pour couper avec ça, pour dire le trône doit être vide. Et la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Or, on revient à une chose, disons, pseudo-monarchique, mais c'est vrai pour tous les candidats, et c'est une folie totale. Enfin, c'est pas vrai pour Philippe Poutou, qui ne se prend pas comme un futur monarque, pas du tout. Mais pour les autres, il y a beaucoup ça. Et ça, c'est vraiment désastreux, quoi. Comment on reconstruit après cette période qu'on va traverser présidentielle législative? C'est quoi la reconstruction? Est-ce que tu crains un scénario à l'italienne de disparition de la gauche pure et simple? Je crains que la disparition de la gauche soit un fait. On verra que le Parti socialiste ayant été éradiqué, les communistes sans doute seront plus ou moins ruinés par les dépenses liées à la candidature de Fabien Roussel, et à l'intérieur des insoumis, les dissensions s'exprimeront publiquement. C'est là tout le problème. Donc, encore une fois, je crois que s'il doit y avoir une réunion de tout ça, il faut absolument réfléchir, et réfléchir théoriquement, même si ça fait peur à certains, à quel type de société nous voulons appartenir, quelles doivent être les structures de l'État, et comment se répartissent à la fois les propriétés et aussi les biens qui seront créés, qui seront ça, avec, pour moi, la question fondamentale qui est à la base de tout, qui est la question salariale, qui dans mon esprit est absolument indissociable de la question des services publics. C'est-à-dire que je ne rêve pas à une société idéale, même si je pense qu'il faut réduire drastiquement l'écart entre les plus hauts et les plus bas salaires. Admettons qu'il y ait encore de bas salaires. Pour que la vie de ceux qui reçoivent les plus bas salaires soit possible, il faut qu'il y ait des services publics puissants. Or, depuis 30 ou 40 ans, on assiste à la destruction du service public. Et que l'idée, justement, de la fonction sociale de la propriété qui est incarnée par les services publics. Les services publics sont la propriété collective des citoyens. Alors une propriété particulière, puisqu'elle est incessible, et donc voilà, il faut absolument qu'il y ait ça, parce que le salaire
eh bien, ça tient sur ça, sur le revenu du travail, les services publics, c'est-à-dire l'hôpital, l'école, la justice, voire la police, etc. Et puis les propriétés, c'est-à-dire que les propriétés ne sont pas seulement les biens que l'on possède, mais aussi les propriétés naturelles qui avaient si bien décrit les révolutionnaires de 89, c'est-à-dire la liberté, la sûreté, la propriété et le droit à l'insurrection. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Donc il y a une sorte de triangle comme ça qu'il faut absolument porter. Et je crois que c'est sur ces bases-là que l'on peut reconstruire quelque chose avec, encore une fois, j'insiste, et même si je radote, avec l'idée réelle de gagner et non pas d'avoir simplement la perspective de pleurer au soir du premier ou du deuxième tour. Un mot sur la BD que j'évoquais en début d'entretien, Ulysse Nobody, aux éditions Futuropolis. C'est l'histoire, je le disais, d'un embrigadement d'un kidam dans un parti fasciste. Et ce kidam, Fabio, c'est un déclassé en état de mort sociale, comme tu l'écris, qui cherche à se créer une personnalité. C'est de ça dont le fascisme est la possibilité aujourd'hui, celle de donner l'illusion d'une émancipation individuelle, d'une destinée qui viendrait redorer un présent souvent misérable. Moi, j'ai voulu décrire un processus. Qu'est-ce qui fait que personne, vous, moi, n'importe qui, dans une situation de précarité extrême liée à une perte d'emploi, et là c'est exactement le cas au départ, qui fait ensuite tomber tous les dominos puisque les amis se détournent, la famille aussi, et toutes les portes se ferment, jusqu'au moment où personne, puisqu'il s'appelle personne, rencontre un ancien copain qui est maintenant au parti fasciste français et qui d'abord vient à son secours et ensuite l'enrôle dans ça. Ce qui était important pour moi, c'était de montrer le processus. C'est-à-dire que la BD ne juge pas le personnage. On montre comment ça se passe, comment on finit par adhérer à quelque chose parce que soudain, une porte s'ouvre, donne l'illusion d'une famille, d'une fraternité, etc. Et que l'idéologie n'y est pas pour grand-chose et qu'il devient tout simplement une marionnette dans ce genre de parti. Mais surtout, j'aimais mettre en avant aussi une chose que je crois profondément, c'est que la fiction, j'ai envie de dire hélas, marche toujours un pas en avant de la réalité. Et que ce processus de fascisation, à mon sens, il est à l'œuvre. Ce nobody, il est victime ou responsable finalement? Je pense qu'il est responsable. Il est victime d'un deuxième degré, mais il est responsable parce que, en réalité, il aurait pu résister à ça, quelles que soient les difficultés de son existence. Et donc, il est responsable. Il a voulu croire lui aussi, il a vécu une illusion. Alors, c'est une chose particulière parce que c'est un acteur au départ qui fait un animateur de radio et la chose qu'il veut le plus au monde, c'est être cet acteur. Et quand on lui propose de parler publiquement dans un meeting, eh bien, il rejoint ce qu'il a tout un jour voulu, être sous les projecteurs, devant un public qui l'applaudit, et dire un texte. Il dit ce texte-là, il en dirait un autre, et voilà, c'est ça. Et donc, en cela, peut-être, est-il une victime parce que il s'est fait avoir, il n'y a pas d'autre mot que ça, mais il est responsable dans la mesure où il avait, en tout cas intellectuellement, les moyens de refuser cette proposition. Mais comme lui dit un copain à lui, qui est un journaliste, il dit, aujourd'hui tout le monde est fasciste, il n'y a pas de problème. Et Nobody aura cette phrase que pourrait dire aujourd'hui un candidat à la présidence, l'élection présidentielle. Ça sera ce qu'il nous faudrait. C'est un dictateur honnête. Justement, Gérard, j'ai une dernière question pour toi. Je le disais, même divisée, même fracturée, l'extrême droite oscille entre 30 et 35% des intentions de vote. À qui la faute? Je crois que c'est l'addition de plusieurs choses. D'une part, je pense qu'il y a, pour une part, des gens qui se sentent au fond, et là je pense plutôt à la classe moyenne,
qui se sentent les grands cocus de la mondialisation. On leur a présenté la mondialisation comme le bonheur attendu, etc. Et ils s'aperçoivent que c'est tout le contraire, que les emplois disparaissent, que leurs activités sont détruites, etc. Et qu'une infime minorité en tire des bénéfices extravagants. Il y a une part de ça, ça c'est une part. Et pour d'autres, c'est l'idée que dans la situation de précarité, de déclassement dans lequel ils se sentent, eh bien, la vieille théorie de regarder en bas plutôt que regarder en haut fonctionne à 100%. Parce que dans la propagande gouvernementale et dans la propagande politique, on leur dit « vous êtes les héritiers des cathédrales, des rois de France et ça ». Regardez, les travailleurs immigrés gagnent plus d'argent que vous, ils ont droit à des prestations sociales. Tout ça ne sont que des mensonges, mais les arguments portent. Bien entendu, il faut désigner quelqu'un qui est en dessous de soi. Ça flatte l'ego. Donc ça, c'est un deuxième élément. Ensuite, je crois que dans cette peur de la mondialisation, le fait de découvrir des boucs émissaires, s'exprime une immense peur, quelque chose de terrible. Et cette immense peur fait qu'on se réfugie dans le nationalisme. Le nationalisme paraît soudain comme une sorte de barrière infranchissable que les hordes étrangères ne pourront pas passer. Et ça, c'est le troisième élément, c'est ce discours insupportable sur la sécurité. Donc nous allons construire des murs, nous allons construire des barbelés, nous allons fermer toutes les portes et vous serez enfin tranquille chez vous. Voilà, c'est tous ces éléments-là. On ne peut pas ramener ça à une explication univoque. C'est tous ces éléments-là qui font qu'il y a une poussée vers les théories fascistes. Et puis j'ajouterais, mais c'est presque la fameuse cerise sur le gâteau, dans le fascisme, il y a un élément très important qui est l'exaltation du chef. Le chef est au-dessus réellement des autres. Le fascisme se présentait quasiment comme une mystique et l'homme fasciste devait se consacrer, se vouer entièrement au parti fasciste avec son chef suprême qui dirigeait l'ensemble des corps et des consciences. Là, il y a ça aussi. Il y a cette idée, alors là, qui vient sans doute de la télévision, du cinéma, de la personne supérieure. Et je crois que là aussi, il y a un énorme travail d'éducation à faire pour expliquer qu'il n'existe pas de personne supérieure, en aucune manière. Un dernier mot, Gérard. Si au second tour de l'élection présidentielle, l'extrême droite devait menacer, boycott toujours? Boycott toujours, parce que je ne crois pas que l'extrême droite puisse menacer. Mais je crains que, justement, M. Macron finisse par adopter ouvertement des positions d'extrême droite. Eh bien, merci beaucoup, Gérard, d'avoir été mon invité. Eh bien, c'est moi.